On y est les amis, donc là on enchaîne avec, ça y est, hein, la redécouverte ensemble en fait de ce petit essai que j'avais écrit donc en 2020. Vous voyez, c'est le dépôt légal, hein, novembre 2020, on y est. C'était donc le tout premier essai de mémoire, parce qu'il y a eu Grandir derrière. Donc là, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, je vous invite à le revoir, parce que là j'introduis vraiment l'exercice d'autocritique sur lequel on va passer du temps un petit peu aujourd'hui. Je pense que ça fera l'objet peut-être de un épisode non, parce que ce serait trop long. Deux, je pense. Trois possibles. On va voir en fonction de ce que j'ai à dire, tout simplement. Autant ça peut être très rapide, autant je vais peut-être apporter des choses intéressantes. Et c'est surtout, je vais redécouvrir avec vous, on va le relire, et je vais redécouvrir avec vous un petit peu ce que j'ai écrit en 2020. Alors, petit retour à rien, puisque sur l'introduction, je vous disais, je les ai écrits en 2020, je crois 2022 de mémoire, Grandir. Non, c'est faux, je les ai publiés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'écriture a bien sûr eu lieu avant. Donc en fait, quand je vous disais dans la vidéo d'introduction, ça fait 5, 4, 3 ans, je crois que je disais, donc sous-entendu, voilà, en fait, ça fait beaucoup plus. L'idée de ce livre a germé, je crois, en 2018, puisque je me revois encore, j'étais en Île-de-France à l'époque. Et en 2018, c'est là où j'ai commencé à prendre dans la tête pas mal d'informations que je découvrais alors sur l'état en vrac, hein, de l'environnement, de l'agriculture, de l'exploitation que l'homme fait aussi de son écosystème. Et je m'en suis pris plein la gueule. Et violence, c'est un peu l'exercice qui est arrivé pour poser à plat une synthèse avec quand même un peu de recul pour l'époque. C'est pas tout de suite je vois quelque chose, vite j'en parle et je l'écris. Il y a eu une réflexion, il y a eu un recoupement, il y a eu une lecture de pas mal de sources, et on va le voir ensemble. Ce qui est intéressant dans Violence, c'est que je précise mes sources. Et à la fin, il y a tout un tas de notes, notamment, où je réfère, on va le redécouvrir parce que je me souviens plus vraiment, mais je sais que j'avais fait ça. Je mets des petites annotations et je cite précisément la source, qu'elle soit sur le net ou dans un bouquin, qui m'a permis de synthétiser. Donc, en fait, c'est un vrai travail de recherche que j'avais fait à l'époque. Et donc, je pense que certes, je vais avoir à dire probablement sur mon positionnement de l'époque, on en a déjà un peu parlé, mais je pense que les sources, pour le coup, elles existent toujours, elles ont existé. Là, pour le coup, c'est pas de l'invention, c'est pas de l'émotion, etc. Donc, je me suis quand même basé, mine de rien, sur un vrai travail de recherche. Et finalement, presque, j'oserais presque dire un travail journalistique, finalement. Qui sont les journalistes aujourd'hui? Comment les journalistes travaillent? On voit souvent, c'est on prend une dépêche de l'AFP, on la copie et vas-y, je te la reformule vite fait, un petit coup dans le chat GPT et ça fait une news. À l'époque, mine de rien, bah moi, j'avais pas ça. C'était pas il y a 15-20 ans, mais à l'époque, il n'y avait pas déjà. J'utilisais pas ça. Je crois que c'était même pas dispo d'ailleurs pour le grand public, si je me trompe pas. Et en fait, tout simplement, bah, je lisais. Alors, je lis toujours, mais à l'époque, j'en ai bouffé des bouquins. Alors, c'était assez dramatique parce que c'était sur l'effondrement. Je suis passé dans la collapsologie aussi, hein. J'ai eu tout un détour où je me suis référé à pas mal d'ouvrages. Le rapport Meadows, donc ça, c'était dans les années, je vais vous dire une connerie, peut-être les années 60. 70 de mémoire, peut-être que je me trompe, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour préciser. Et surtout ceux qui l'ont rapporté, qui l'ont ensuite interprété, etc. Et puis je suis passé sur, on va le voir, je pense que je parle d'alimentation aussi de mémoire. Il y a pas mal de sujets. En fait, tout ce qui à ce moment-là, en fait, me faisait bouillonner. J'ai essayé de leur faire une synthèse par chapitre. Vous allez voir, thématique assez court. Et donc, on va attaquer ça ensemble tout de suite. Donc, je l'avais appelé Violence, témoignage d'un hypersensible à l'épreuve de la société. Et je ne vais pas revenir sur le choix du titre et du sous-titre, mais ce qui m'avait. Le témoignage, c'est OK encore, même aujourd'hui, c'était un témoignage. Hypersensible, OK aussi, je pense, même si c'est une étiquette, comme je l'ai dit, attention aux étiquettes. Alors, je me parle quand je dis ça, mais je ne suis pas fan aujourd'hui de me coller une étiquette, même si je sais que j'ai une sensibilité parfois à fleur de peau, qui peut encore me proposer, on va dire, des choses pas forcément agréables tous les jours, mais c'est mieux se connaître aussi, qui m'avait fait écrire ce bouquin, et essayer de résoudre le feu un petit peu qui m'habitait sur ces questions. Et à l'épreuve, c'est vrai que voilà, à l'épreuve, je réécrirai pas forcément le à l'épreuve aujourd'hui, dans le sens où la société, bah, c'est nous qui sommes là, alors qu'on veuille ou pas, que ça nous plaise ou pas, nous sommes société, quoi. Donc dire que c'est moi contre la société, c'était déjà peut-être d'une prétention ou d'un positionnement qui je trouvais pas sain de base. Mais je trouve que ça faisait bien écho au feu de l'époque. En tout cas, c'est comme ça que je voyais les choses à ce moment-là. Alors, à tous les professeurs de la vie qui m'ont enseigné l'envie d'apprendre. Quand je dis professeur de la vie, c'est pas forcément. Je sais plus vraiment ce que j'avais en tête à ce moment-là par rapport à ce que je vais vous dire là, mais là, comment je le ressens aujourd'hui,
c'est tous ceux qui m'ont appris quelque chose. C'est pas forcément professeur encarté éducation nationale, hein, parce qu'on pense parfois à ça quand on parle de professeur. C'est plus, ça peut être même quelqu'un qui n'a pas l'étiquette de professeur, mais qui a un savoir, une expérience, et qui en fait à un moment donné vous la transmet, et juste vous ouvre une écoutille, quoi. Vous dites ah purée, j'avais pas vu ça comme ça, ou merci de m'avoir appris ce truc parce que ça me manquait dans le puzzle de la vie, quoi. Donc très intéressant. Et aussi apprendre, donc c'est accumuler de la connaissance. C'est aussi quand ça rentre d'un côté, des fois ça sort de l'autre, hein, parce que vous vous rendez compte qu'apprendre un truc, ça vous repositionne sur un sujet. Et en fait, vous dites ouais, mais en fait, ok. Maintenant que je sais que ça fonctionne comme un truc que je pensais pas forcément que ça fonctionnait avant. Pas très français ce que je viens de dire, vous avez compris l'idée. Peut-être que ce que je pensais avant, justement, je me rends compte que je pensais pas complet, ou alors le prisme que j'avais était partiel, voire même complètement dans l'enfumage. Donc ça reste toujours intéressant. Vivre pour ressentir. Alors je suis hypersensible, ce qui signifie que j'ai la faculté de ressentir. Alors, juste une petite précision avant de rentrer vraiment dans la lecture. Je ne vais pas m'arrêter sur chaque phrase, comme je l'ai fait sur le titre, sur l'intro, où vraiment je voulais vous contextualiser vraiment l'exercice et tout. Là, il est possible que des fois je passe très vite sur des parties. Je vais tout relire, mais je ne vais pas forcément m'arrêter sur chaque phrase non plus, hein. Sinon, ce serait bien sûr beaucoup trop long, et parfois même je redirais les mêmes choses. Donc c'est surtout ce qui, là, la lecture, spontanément, je vais vous dire, ce qui va me faire réagir, parce que là, je le relis comme si c'était quelqu'un d'autre. Alors je sais que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est vrai que je ne l'ai pas relu depuis. Ça fait au moins 5 ans, en tout cas, depuis la parution. Et je vais peut-être me dire, waouh, j'ai écrit ce truc, quoi. Donc ça va être intéressant, je pense. Donc vivre pour ressentir. Je suis hypersensible, ce qui signifie que j'ai la faculté de ressentir continuellement des émotions en réaction au moindre stimulus de mon environnement. Ressentir des émotions, rien d'étrange, me direz-vous. Certes, sauf que tout ce que je perçois avec une grande acuité génère une sensation plus intense que ce qu'éprouve la majorité des individus. Ok. Dans les cas les plus extrêmes, un excès d'empathie associé à une perception violente peut conduire un hypersensible à une souffrance importante, pouvant rapidement déborder et noyer sa capacité à prendre des décisions rationnelles. En d'autres termes, ressentir avec force, c'est être une véritable éponge à émotions, ce qui implique une problématique évidente de contrôle de soi. La nécessité de bien me connaître pour gérer cet état fait donc partie de mon rapport tumultueux quotidien à la vie. Alors je suis assez lucide, c'est assez intéressant, enfin je trouve, hein, en relisant ça. Il y a une lucidité sur le côté c'est tumultueux, c'est handicapant, il y a le côté raison. Ça part en vrille, quoi. Si on le contrôle pas. Par contre, le côté, vous voyez, c'est là où j'ai tiqué un peu à la lecture, le côté ça pose un problème de contrôle de soi. J'étais encore, je pense, à ce moment-là dans l'idée de on peut contrôler sa vie, quoi. Et je pense que c'est un peu le fil quand même tout du long avec le côté la mission du sauveur, quoi. Alex, tu peux sauver ton malheur, tes sensations, tu peux, et tu vas même aller plus loin parce que tu commences à voir germer l'idée de sauver le monde, quoi. Et ça, ce positionnement-là, vous l'avez compris sur la vidéo que j'avais fait en introduction. Bon, aujourd'hui, j'en suis plus là du tout, mais à l'époque, il y avait le fil directeur hypersensibilité, donc émotion, le feu et tout. Mais il y avait aussi le côté, ok, ça y est, ça m'aide, je dépasse ce truc, mais du coup, de le dépasser plutôt que de dissoudre des mauvais positionnements, c'est je le dépasse et en même temps, ça y est, je vois une mission arriver, quoi. Donc en fait, tu lâches un biais pour en choper un autre, qui est peut-être même plus fort d'ailleurs, dans l'absolu. On verra par la suite. Être hypersensible va souvent de pair avec la notion d'acuité exceptionnelle. Alors là, tout de suite, acuité exceptionnelle, c'est un peu too much parce que après, c'est ambigu parce qu'il n'y avait pas l'idée en moi à ce moment-là de dire que j'étais une exception, que j'étais extraordinaire et tout. Mais il y avait quand même un côté de marquer une différence en mode, ça y est, j'ai compris à quel point j'étais différent peut-être du tout un chacun, de la moyenne, de la masse qui a l'air de rien sentir, en tout cas par rapport à ce que moi j'observe. J'apprendrai plus tard qu'en fait, parfois il y a des choses que tu ne vois pas et qui se passent aussi chez des gens. C'est pas parce que toi tu observes et tu as l'impression de vouloir secouer les gens réagissent pas, eux-mêmes sont dans leur biais. Et parfois il y a des feux qui bouillonnent autour de toi et qui s'expriment pas forcément tel que toi tu l'exprimerais. Du coup, tu ne le vois pas. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui bouent aussi comme toi. Et donc, faut avoir en tête à minimum, moi c'est ce que je pense aujourd'hui, ce biais-là aussi, qui est indépassable, que l'autre, tu ne le connais pas. Alors tu le connais sur la partie biologie extérieure en tant que masse humaine, telle qu'on peut la décrire scientifiquement parlant, mais tu ne le connais pas par rapport à son expérience, son parcours, sa sensibilité et toute cette bouillie en fait qui à un moment donné génère un truc que tu vas voir de cette personne, mais qui en plus tu vas le voir, mais
pas de façon neutre. Tu vas le voir et tu vas l'interpréter parce que toi-même, tu te projettes en lui, tu te dis, si cette personne fait ça, l'image qu'elle renvoie de moi, moi j'aurais fait ça, et je me sentirais comme ça si je faisais ça. Du coup, j'ai l'impression de connaître l'autre. Mais en fait, c'est faux parce que c'est accepter aussi cette part, je pense. Alors, à l'époque, je pensais pas ça, mais aujourd'hui, un peu plus. Que dans ce que tu vois de l'autre, c'est qu'une partie émergée en fait. Et que tout ce que tu vois pas, c'est beaucoup plus dense et parfois même si tu le savais, si tu le comprenais, si tu l'étais tel que l'autre personne l'est vraiment, même si tu peux faire preuve d'empathie, tu verrais peut-être une image complètement différente de l'autre en fait. Et ça, bah ça nous remet à notre place dans le jugement qu'on va faire, je pense, des gens. Et là, c'est vrai qu'à cette époque-là, en disant ça, en filigrane, il y a un petit côté quand même, je juge celui qui n'est pas hypersensible. Je le ressens peut-être plus fort aujourd'hui, même si à l'époque je l'assumais, mais pas pour les mêmes raisons, vous avez compris. Alors, les psychologues ou spécialistes en développement personnel parlent de surefficience. Donc là, je cite des écrits que j'avais lus sur le sujet. Dite capacité à percevoir des mondes différemment, des normaux-pensants. Donc, en gros, c'était, encore une fois, clivage. Il y a les hypersensibles d'un côté, les normaux-pensants de l'autre. C'est très caricatural, et c'est vrai que quand on est dedans, on ressent ce truc-là. L'autre, il est dans la norme, normaux-pensant, il pense dans le... Voilà. Et toi, tu es hypersensible, tu ressens tout, fois 1000, etc. Et donc, ça permet d'étiqueter plus facilement. Mais ça reste qu'un étiquetage, quoi. Minoritaire dans cette société avec une certaine précision pour le meilleur comme pour le pire. Une lecture de l'environnement souvent associée à de l'hyperesthésie, en plus d'être dans un état quasi permanent d'éveil et de vigilance, mes sens sont naturellement calibrés pour donner accès à la perception de détails et de nuances qui effleurent à peine la plupart des gens. J'ai tendance aussi à penser en arborescence plutôt que de manière séquentielle. Bon, ça c'est toujours vrai, hein. Un autre marqueur de la surefficience. Alors, c'est ce qu'on qualifie de surefficience. Et encore une fois, on est tous, aujourd'hui je le dirais plus comme ça, on est tous le surefficient d'un autre finalement, parce que personne n'est dans une norme finalement. On est positionné par rapport à un ensemble, mais vous vous trouvez surefficient, et vous l'êtes certainement peut-être par rapport à certains critères, par rapport à d'autres, vous l'êtes même de façon sûre, statistiquement parlant, mais vous êtes aussi moins efficient de ce point de vue-là que d'autres aussi, de ce même point de vue. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est pas négatif de le penser, c'est juste de se dire, ok, si on se dit qu'on est tous le surefficient d'un autre, ce qui est factuellement vrai, à quoi bon juste le relever? En quoi ça sert une argumentation, quoi? C'est intéressant de voir qu'on fonctionne parfois avec un logiciel différent, mais de là à le qualifier. Vous voyez, il y a beaucoup de superlatifs, comme il y a exceptionnel, surefficient, mais ça fait du bien de se l'entendre dire des fois. Voilà, c'est des moments où l'ego a besoin de l'entendre. J'ai tendance aussi à penser en arborescence, donc ça je l'ai dit. Peut-être vous aussi, vous reconnaissez-vous dans cet état de lucidité sensorielle et de fonctionnement mental particulier. Si tel est le cas, je vous souhaite la bienvenue au club. Mais si cette question de perception n'était affaire que d'acuité de sensibilité, on pourrait presque penser qu'être surefficient est synonyme de bonheur. Détrompez-vous, la réalité est bien plus complexe et loin d'être un long fleuve tranquille, car en contrepartie, l'hypersensibilité introduit la notion de blessure permanente, d'état émotionnel à vif face au monde. Donc ça, c'est vraiment ce que je décris, le feu, comme je vous en ai parlé. Un état qu'il s'agit de comprendre, contrôler et dépasser si l'on souhaite éviter la dépression, construire et tenter de vivre le plus sereinement possible. Un vrai défi pour les hypersensibles. C'est le problème d'être souvent submergé en fait par ces émotions, c'est qu'on vit que à travers elles, pour elles, par elles. Et ça refait quoi ce que je disais au début sur le rationnel, finalement. Les décisions qu'on prend sont toujours mues par l'état émotionnel du moment, peut-être même plus que le normaux-pensant dont on qualifie là, le périmètre. Et le problème, c'est que d'un côté, on se dit « Ah, normaux-pensant, vaut mieux être hypersensible, c'est cool ». C'est pas ça, mais vous avez compris un peu je caricature volontairement un peu la pensée là. Sauf qu'en fait, ce que je dis derrière, c'est bien parce que pour le coup, j'étais assez lucide là-dessus, et c'est ce que j'ai vécu moi aussi par mon expérience. C'est que ce flot émotionnel en permanence, si on n'apprend pas à le comprendre, je dis pas le canaliser, à le contrôler, c'est pas le vrai terme, je pense, parce qu'on peut pas forcément le faire, mais à le comprendre déjà, et à savoir ce que ça implique dans les décisions qu'on prend, en fait. Je pense que ça, déjà, c'est une base extraordinaire quand vous commencez je dirais pas, vous n'avez jamais fait le tour de l'équation, mais à voir ça. C'est-à-dire que vous prenez des décisions, vous êtes sous le coup d'émotions, avec l'expérience, vous allez commencer à savoir que ça va vous orienter de telle ou telle façon et qu'il y a des biais qui vont avec. À cette époque, vous voyez, j'étais un peu dans un mode, j'y peux rien, c'est comme ça que je fonctionne, donc je décrivais mon logiciel perçu de l'époque. Et un peu en mode, ce que je viens de vous dire là sur les conséquences que ça a sur les décisions,
Là, vous voyez, j'en parle avec des mots, mais c'était pas encore assez mûr, je pense. Donc à vif, effectivement. Qui plus est, donc le contraste dans une société perçue comme une somme d'agressivité. Pas si... Qu'est-ce que je dis là? Pas si dit de capacité. Ah non, pas si étonnant, putain. j'ai sauté une phrase. Pas si étonnant après tout, étant donné qu'elle a été conçue par une majorité normo-pensante. Voilà, donc là, c'est le rappel à une norme moyenne, massive, qui forcément constitue au sens large la société. De fait, elle est représentative de son logiciel et de sa façon de penser. Je suis pas très éloigné de ça, hein. C'est juste que j'emploierais peut-être pas les mêmes termes, je serais peut-être pas aussi caricatural et tranchant aujourd'hui en qualificatif. Ce qui est difficile du coup, parce que quand vous écrivez quelque chose, il faut le qualifier par définition. C'est l'exercice du verbe. C'est difficile de presque écrire quelque chose sans qualifier la chose, quoi. Bon, de fait, je serais peut-être plus nuancé. Dans son livre Je pense trop, donc là je cite Christelle Petit-Colin. Je vous conseille des ouvrages d'ailleurs, je les ai pas relus depuis, mais ça m'avait beaucoup éclairé sur ma qualité d'hypersensible. Et je tire ce que je dis là peu ou prou de la compréhension que j'ai eue de mon fonctionnement par rapport à ces ouvrages. Donc formatrice en développement personnel, explique très bien la différence entre surefficient et normopensant. Alors volontairement, je vais à la relecture pour aller gagner du temps aussi. Je ne vais pas vous reciter tout ce que je cite. Je vous renvoie aux extraits ou à l'essai si ça vous intéresse. Et puis surtout aux notes à la fin qui expliquent vraiment ça. Donc là, je vais volontairement sauter parce que ça fait redite et ça précise un peu la pensée que je décris ailleurs. Donc je vais vraiment m'intéresser sur cette autocritique, sur ce que je dis moi, ce que j'apporte au-delà des citations que je relève. Les normopensants. Étonnant après tout, étant donné qu'elle a été conçue par une... Donc ça, je l'ai déjà dit. L'existence d'un hypersensible est marquée par un enjeu central et critique pour apprécier l'information. Comment savoir si un signal perçu est compris par notre cerveau avec justesse ou amplifié par une captation sensorielle particulièrement affûtée? Donc déjà, c'est intéressant. Il y avait ce côté presque pas dit de la même façon, mais vous voyez, il y avait ce petit côté, je sais que je comprends plus les choses, peut-être, que le commun des mortels, entre guillemets, hein, vous avez compris. Mais est-ce que c'est percevoir plus? Est-ce que ça veut dire percevoir plus juste? Ça ne veut pas dire qu'on perçoit vrai. On peut percevoir plus et ça peut être plus fort dans le biais aussi, plus fort dans l'extrême, dans quelque chose qui vous biaise davantage, vous rentre dans un fanatisme, dans un truc et tout. C'était intéressant de dire ça à l'époque parce que tout le livre derrière finalement est un peu teinté de ça. Enfin, teinté du fait que je me rende pas vraiment compte, donc c'est intéressant, je trouve, de le dire comme ça. Je me rappelais pas que je l'avais dit à ce moment-là. En fait, je me surprends moi-même parce que je vous redis que je serais moins caricatural aujourd'hui, mais limite, j'avais déjà, vous voyez, je posais déjà les termes de ce chemin qui allait arriver, qui continue encore aujourd'hui, hein, vers un moindre clivage sur mes qualificatifs, ma façon de voir le monde, etc. C'est très intéressant, ça. Je n'ai pas de réponse tranchée à cette question, au moins j'étais honnête là-dessus. Plutôt un avis lié à mon retour d'expérience. Que l'on soit hypersensible ou pas, la perception est relative. Un parallèle amusant me vient à l'esprit en écrivant ces lignes. Excusez la rigueur scientifique de la comparaison. Je pense au phénomène bien connu en physique quantique de l'influence de la mesure sur l'état d'un système. Alors ça, c'est vrai que c'est un truc qui a été une vraie révélation. En plein de points. C'est quelque chose qui, en termes d'image, est intéressant. Pour un même état initial, changer la mesure peut conduire à un état du système différent. Là, je l'utilisais, je détournais bien le truc, mais je trouve que c'était intéressant. Deux individus perçoivent un même stimulus de façon différente, suivant leur degré de sensibilité. Autrement dit, ouais, c'est ça. La mesure par le logiciel sensible d'un individu conduit à un état émotionnel différent. Ouais, alors le parallèle est un peu fumeux, mais la physique quantique, c'est... Enfin, il y a beaucoup de choses. Là, l'idée, c'est de ne pas faire un exposé scientifique là-dessus, mais c'est de se dire, tant qu'on n'a pas mesuré un état, à un moment donné, en fait, quand vous mesurez un état, les états sont superposés. Quand vous mesurez au niveau quantique un état, vous l'observez, vous le mesurez, donc c'est la même chose en fait, enfin, c'est similaire, et il se résout, il y a une réduction du paquet d'ondes en fait, alors c'est la fonction d'onde je crois de mémoire, mathématiquement ça se démontre très bien, qui d'un coup, tant que vous n'observez pas en fait, il y a une probabilité que les états soient, et dès que vous observez, il y a un des états qui est choisi, parmi toutes les possibilités possibles. Excusez ma rigueur scientifique, j'essaie vraiment d'aller au plus simple. Et donc là je dis finalement, d'un point de vue émotionnel, sur le logiciel sensible d'un individu, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on vit la même chose, on vit un même phénomène extérieur à nous, et dessus, en fonction de notre logiciel sensible, ça conduit à un état émotionnel différent. C'est comme si
l'exercice du logiciel sensible, tout comme l'observation finalement dont je viens de parler, produisait un état émotionnel différent d'un individu à l'autre. Alors c'est pas, vous avez vu que le parallèle il est un peu fumeux parce que il n'est pas de question de probabilité dans la partie sensible. C'est pas une histoire de probabilité alors que la physique quantique aujourd'hui mathématiquement c'est comme ça qu'on l'exprime hors observation. Le découpage en chapitres thématiques proposé dans ce livre a pour objectif de vous transmettre une perception des questions de société qui me touchent au cœur, liées à ma sensibilité, à mes émotions, vous l'avez compris, et avant tout basé sur des faits. J'insiste sur ce dernier point, donc c'est le côté un peu journalistique comme du travail. Les sources de mon analyse ne sont pas constituées d'interprétations que mes sens auraient déformées. Vous trouverez ainsi à la fin de ce livre toutes les références sur lesquelles je m'appuie, des faits, des études intégralement vérifiables. Si je vous parle de mon hypersensibilité en guise d'introduction, c'est pour que vous compreniez bien qu'il s'agit pour moi d'un moteur naturel et d'une opportunité à prise de conscience, d'un logiciel de décryptage qui me permet d'établir une logique de compréhension entre différentes problématiques importantes régissant notre société. Donc finalement, ce que je me dis là, c'est heureusement, presque, que j'ai fait ça. C'est-à-dire que je pense que, imaginez le même livre, si je m'étais dit, je vous parle de mon hypersensibilité, ce que je ressens, le feu, les émotions et tout, et je m'exprime sur tous les sujets dont j'ai envie de parler, mais sans me baser sur des faits, sur des sources, etc. En fait, j'aurais pas pris le point de vue extérieur finalement, l'analyse extérieure. Vous allez le voir, il y a des faits quand même là-dedans. Et je pense que alors là, le biais aurait été extraordinaire. C'est-à-dire que là, c'est tu parles de l'émotion pour ce qu'elle est, et sur le côté irrationnel de ce que je décrivais au début, sur le risque irrationnel quand on est dans la pure émotion, là on aurait été à des milieux d'une sorte de rationalité. Donc c'est assez intéressant, je trouve, finalement, d'avoir quand même eu, entre guillemets, cette lucidité à l'époque, de me dire, appuie-toi quand même sur des faits, Alex, pars pas en vrille totale sur tes émotions, sur ce que tu ressens, parce que sinon tu vas chialer en écrivant le livre, mais c'est surtout, ça va être un ramassis de montagnes russes telles que ça t'habite régulièrement, peut-être sur des sujets ou des questions de sensibilité. Et en fait, je pense même que si j'avais fait ça, j'aurais même pas pu le publier parce qu'en fait, ça aurait tellement parlé de moi qu'au final, bon, pourquoi pas, c'est un témoignage, mais ça aurait fait écho chez personne d'autre. Personne d'autre n'aurait pu se retrouver sur ok, tu parles de quoi concrètement, Alex? C'est cool, ça bouillonne, il y a du feu, machin et tout. Mais c'est quoi tes sujets là? Qu'est-ce que tu nous dis vraiment? Tu bouillonnes par rapport à quoi? En fait, on aurait lu qu'un livre où tu vois un mec bouillonner, quoi. Un bouillon de poulet hein, en temps réel, mais t'aurais pas vu en fait ok, tu t'appuies, ok, qu'est-ce qui ça te fait réagir, ok, mais c'est quoi? Et en fait là je vais parler vraiment de phénomènes précis, et là-dessus on peut s'y retrouver. Je pense que sur le constat, sur certaines choses que je vais citer, on peut être d'accord sur l'observation du constat. Après, sur ce qu'on en tire, ce que ça vous a fait, comment joue votre hypersensibilité là-dessus, est-ce que vous le percevez comme une violence ou pas, tel que le titre du livre le dit? Ça, c'est là où peut-être le désaccord peut être là, ou ça peut être l'inverse. Peut-être que moi, il y a des choses qui vont moins me faire réagir. Vous, au contraire, ça vous terrifie et vous dites « Ah, mais il faut être terrifié. » Non, mais il faut. Voilà. Ça va être intéressant. Un monde violent, alors ça, c'était un petit sous-titre posé là, comme ça, tranquille. Je vais donc vous parler de violence, tranquille. Pour chill de la fin de journée, petite violence. Au premier abord, ce mot peut faire peur. Il s'agit pourtant de sortir du déni en les appréciant telles qu'elles existent aujourd'hui, en dépassant l'état de choc que la prise de conscience de leur existence peut susciter en nous. Donc là, j'étais là-dessus à ce moment-là. J'étais en train de faire ça moi-même, donc j'en parlais troisième personne, mais en fait, c'était moi là. Pour ensuite se mettre en action et incarner un changement. Donc là, voilà. Qu'est-ce qu'on fait du choc derrière ? Des actions. Pour y parvenir, nous avons besoin de regarder ces violences en face, les identifier, les étudier, les comprendre. Comment s'expriment-elles? Quelles en sont les causes? Sont-elles inéluctables? Ne peut-on pas changer et infléchir nos comportements pour les réduire ou les faire disparaître? Ce rapport brutal à la vie ne jaillit pas de nulle part. Il est le fruit d'une interaction entre un phénomène, un individu, un collectif, une société agissant sur son environnement. Autrement dit, il est causé par une action bien définie et n'est pas le fruit d'une imagination masochiste, même si la mienne est débordante. Alors là, je sais même pas... Qu'est-ce que je racontais là? Je parlais de la violence. Même moi, là je ne comprends pas le paragraphe pour le coup. Comment s'exprime-t-elle? Donc les causes des violences, les causes, machin, sont-elles inéluctables? Peut-on les changer? Blablabla, ok. Ce rapport brutal à la vie. Ah oui, je reparlais de moi et de ma sensibilité, du coup, le feu, quoi. Ne jaillit pas de nulle part, d'accord, ok. J'étais resté sur les violences, du coup je comprenais plus le truc. En fait, je vous ai lu le truc, j'ai pas vu la première phrase. Il est le fruit d'une interaction entre un phénomène, un individu, un collectif, une société, ok. Autrement dit, il est causé par une action bien définie, n'est pas le fruit d'une imagination masochiste, même si elle est débordante. Bon, ce paragraphe, j'aurais pu le couper parce qu'en fait, je sais pas trop ce qu'il vient faire là. En fait, en gros, là, je suis en train juste de redire que
mon hypersensibilité, c'est pas un truc en gros que je choisis, c'est pas une posture que je choisis d'adopter, quoi. Voilà, c'était ça, j'ai l'impression que je voulais dire à ce moment-là. Je le reprends comme ça, en mode bah, c'est l'expérience, ma constitution, le logiciel fait que je me décris ainsi, mais c'est pas une posture que j'adopte pour vous parler des sujets, quoi. C'est à travers ce truc-là qui fait partie de moi dans l'expression que je vois des choses et que j'en ressens. Voilà, donc effectivement, mais je pense que là, c'est une façon peut-être répétée de redire un peu la même chose. Si on applique la notion de violence à la sensibilité, une situation perçue par un individu Y en réponse à une action effectuée par un individu X, bon là on voit la formation scientifique, hein, peut être vécue comme une violence lorsqu'un autre individu Z, le choix des lettres est arbitraire, pourtant présent dans le même environnement, peut ressentir la même action comme un simple brassement d'air ou ne pas s'en apercevoir. Ouais, bah c'est ce que je vous ai dit juste avant avec le parallèle quantique un peu foireux. C'est ce côté, tu vois un truc, ça te fait réagir, tu regardes ton voisin et lui, il bat même pas d'un cil, quoi. Et je pense que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je serais plus en train de me demander si l'autre bat pas d'un cil, c'est que ça représente d'autres choses pour lui, mais je serais pas en train de dire ça augmente mon feu finalement, en fait. Alors qu'à l'époque, c'était le cas. À l'époque, en fait, c'était plus les gens, limite, plus je sais pas, en tout cas, les gens participaient de ce stress que je ressentais émotionnel en observant des phénomènes et d'un coup en me disant mais c'est hallucinant ce truc-là, et tu regardes ton voisin, et même quand tu lui poses la question, tu interagis avec lui, il dit bah non, moi je vois pas où est le problème. Et ça me faisait encore plus bouillir en fait. Et je pense que j'en étais vraiment là, c'était le max de ma compréhension de l'autre à ce moment-là. Bon, aujourd'hui, je vais pas revenir sur ce que je vous dis, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, vous savez que l'autre, s'il réagit pas tel que vous réagissez par rapport à un phénomène, ça veut pas dire qu'il en ressent pas moins, c'est juste que son fonctionnement est différent. Après, il peut aussi moins ressentir, hein, mais vous ne le savez pas. De ce décalage perceptif, voilà, bah c'est comme ça que je le qualifie, naît un certain nombre d'incompréhensions et de difficultés, ça je te le fais pas dire, à construire un chemin de société ayant du sens pour tous. Parce que qui dit société dit groupe, et forcément, la cohérence de groupe, les interactions au sein d'un groupe, cohérence ou pas d'ailleurs, font que ça devient, enfin ce que je viens de vous dire, hein, ce décalage-là crée forcément une difficulté. La hiérarchie des priorités semble s'établir ainsi pour chacun au regard de l'intensité de ce qu'il perçoit. Bah oui, ça c'est une évidence, mais bon, il fallait que je le dise. Comment peut-on vouloir un changement si des faits qui peuvent y conduire ne nous affectent pas ou peu? Bah on peut pas. Spoil Alex, je peux t'apporter la réponse. On peut pas. Si le truc te fait pas réagir, comment tu veux vouloir changer quelque chose qui te fait pas réagir? En plus, quand tu sais qu'on a une propension à ne surtout rien changer, à rien toucher, dès qu'il y a quelque chose qui nous fait sentir, entre guillemets, dans le confort, dans quelque chose où on se dit ça c'est acquis, ça j'y touche plus, ça machin, ça va vite, attention, voilà. Donc effectivement, tu vas pas dire, enfin, c'est même pas tu vas pas dire, c'est la personne qui a pas envie de changer. Là, c'est plus exactement que le changement naît déjà d'une prise de conscience, d'une nécessité de le faire. Là, si elle n'a pas lieu, oui, bien sûr, c'est une évidence. Dire ça n'a pas de sens. C'est une évidence que comment peut-on vouloir un changement? Ben non, tu peux pas. A l'inverse, comment occulter les problématiques liées à un comportement si nos sens témoignent d'un haut niveau de violence à son égard, alors que notre voisin n'en a cure? Bon, je répète la même chose. Dans la suite de ce livre, je vous propose un témoignage sans concession de ma vision du monde à travers mon prisme d'être humain hypersensible. C'est assez juste ça, je trouve, par contre, de dire que j'ai un prisme d'être humain hypersensible. Donc, sous-entendu un peu plus sensible peut-être qu'une moyenne observée. Encore une fois, je mets des guillemets, mais c'est important de le dire. Et que ça reste un prisme. C'est-à-dire que c'est une façon de voir le phénomène qui de toute façon a lieu, et d'autres personnes autour de vous, hypersensibles ou pas d'ailleurs, vont avoir un prisme différent de ce phénomène. Ça c'est plutôt juste, je trouve. C'est totalement logique. Peut-être que votre degré de perception sur les thématiques sélectionnées rencontrera le mien et vous permettra d'en mesurer pleinement la portée. Si ce n'est pas le cas, vous comprendrez au moins un peu mieux ce qui peut animer un hypersensible, bon, plus précisément ce qui peut animer Alexandre Poulet en 2020. Parce qu'un hypersensible, je parle pas au nom des hypersensibles en réalité, mais là je fais tout comme, donc c'est un peu voilà, c'est un peu too much quoi. Le fait de réagir, les composants du monde et de la vie qui génèrent en lui un besoin fondamental de transmettre son savoir et ses retours d'expérience. Donc c'est très prétentieux de vouloir quand même transmettre un savoir au moment où je découvre des choses quand même. Là je pense qu'on est un peu trop près. Et même d'ailleurs, si j'avais 20, 30, 50, 60 ans d'expérience sur ces sujets, je pense que la posture aujourd'hui de dire ok, là je vais vous transmettre un truc, voilà, j'ai besoin de passer un savoir, je vais vous enseigner. Moi, je suis pas un enseignant. J'aurais jamais cette posture aujourd'hui. Je partage mon expérience, voilà. Là, ça aurait été plus juste. Mais là, il y a un petit côté...
je me dis pourquoi j'écris ce livre. Et il y avait un petit côté, j'ai besoin de transmettre. Non, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'analyser un peu mieux. Le livre m'aide à ça. Et là, ouais, je le réécrirai pas comme ça. Là, voilà, j'aime pas trop ce côté. Là, quand tu lis ça, tu te dis, ok, le mec va m'apprendre un truc, quoi. Il veut m'apprendre quelque chose, mais mec quitté pour m'apprendre un truc, quoi. Intéressant. En apportant ma pierre à l'édifice, j'ai espoir que nous puissions connecter nos curiosités et nos soifs d'apprendre pour progresser ensemble. Ça, c'est toujours valable aujourd'hui pour le coup. Je pense que, y compris d'ailleurs le format que je vous propose aujourd'hui, au fond de moi, il y a toujours ce côté connexion. On entrechoque nos curiosités, nos envies d'apprendre. Là, c'est pas de l'enseignement. Là, c'est un côté, on vit vraiment entre humains. On est en groupe, on est foutu comme ça, en fait. On s'appelle mutuellement sur des questions, on progresse, on apprend. Et ça, c'est intéressant. Plus que la posture de « moi, je sais, je te dis quoi faire », l'enseignant derrière son pupitre qui apprend à l'élève derrière son petit tabouret, derrière son petit bureau, quoi. Là, ça fait plus. Ouais, là, c'est OK. C'est un positionnement transversal. C'est-à-dire que vous avez une expérience, j'ai une expérience, on la connecte, ça match pas, on comprend mieux ou pas. Image de l'un contre image de l'autre ou avec l'image de l'autre, ça nous fait des échos, etc. Et c'est comme ça qu'on avance. Moi, c'est comme ça dans la vie que j'ai avancé. C'est en ayant toujours le regard d'un autre, en me disant « Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. » Bah oui. Si j'avais pas eu cette interaction-là, je serais resté dans un schéma où... Ouais, mais j'ai raison. C'est comme ça que ça marche. Je vous souhaite une lecture la plus juste et plus sincère possible en espérant que l'aventure vous plaira. Les amis, on va s'arrêter là, ça fait 30 minutes. Waouh, c'est super. En fait, on a fait 12 pages. Donc effectivement, je vais couper. Je vais couper parce que même si je vous ai dit que je ne m'arrêterai pas sur tout, on verra dans l'exercice, au bout d'un moment, ça ira peut-être plus vite. Mais là, j'avais quand même pas mal de trucs à réagir sur cette intro. Finalement, c'était une introduction du livre. J'espère que ça vous a plu et je vous envoie du coup au prochain chapitre. Des bises.